Lorsque Clara Mercé, infirmière en soins palliatifs de 38 ans, reçoit, quelques semaines avant Noël, un SMS sans cœur l'informant qu'elle n'est plus la bienvenue au chalet familial tant aimé au bord du lac, elle est confrontée à une réalité dévastatrice. Pendant des années, elle avait secrètement maintenu sa famille à flot, tant sur le plan financier qu'émotionnel. Mais au lieu de mendier une place à une table qui exigeait qu'elle paie un loyer, Clara réserve une croisière de luxe dans les Caraïbes pour les vacances. Que se passe-t-il lorsque ces photos de vacances apparaissent ? Les secrets de famille cachés éclatent au grand jour, et la manière dont Clara reprend enfin sa vie en main vous laissera stupéfait. Si cette histoire résonne en vous, veuillez laisser un commentaire, aimer cette vidéo, et vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires réelles et inspirantes. Prenez une boisson chaude, mettez-vous à l'aise, et plongeons dans l'histoire de Clara. Je m'appelle Clara Mercé. J'ai 38 ans et depuis 14 ans, je travaille comme infirmière dévouée en soins palliatifs à Marion, dans l'Ohio. Lorsque le parent âgé de quelqu'un respire bruyamment dans les heures sombres de 2 heures du matin, je suis la voix stable au téléphone et la présence calme au chevet. Je m'assois à des tables de cuisine usées, sentant le café rassis et le chagrin pesant, expliquant doucement ce que les dernières heures apporteront. Je suis douée dans mon travail, non pas parce que je m'effondre avec les familles, mais parce que je reste présente lorsque la pièce devient silencieuse. À la fin de ce mois de novembre, mon travail m'a régulièrement amenée au chevet d'Evelyne, une professeure de mathématiques à la retraite de 81 ans, avec des yeux vifs et un esprit encore plus aiguisé. Evelyne n'avait ni conjoint survivant, ni enfant, et une maison remplie de souvenirs soigneusement catalogués. Lors de ma toute première visite, elle m'a jaugée et a dit « Vous vous tenez comme un porte-manteau sur lequel tout le monde accroche son manteau ». Je l'ai immédiatement respectée. Evelyne résolvait des mots croisés au stylo et notait mes visites de routine comme des récitations en classe. Pourtant, lorsque la pièce se calmait, elle m'observait avec une curiosité tranquille. Un après-midi, elle m'a demandé sans détour qui s'occupait de moi pendant les fêtes. J'ai ri, j'ai ajusté sa couverture, et j'ai habilement changé de sujet. Le geste exact que tout soignant professionnel utilise pour dévier les questions personnelles. Elle a laissé tomber ce jour-là, mais elle n'oublierait pas. Quelques semaines plus tard, Evelyne partagerait une simple réflexion qui a fondamentalement changé ma façon de voir ma propre vie. Mais pour comprendre pourquoi ces mots m'ont si durement frappé, vous devez d'abord comprendre l'architecture de ma famille. Ma mère, Éléanore, a 67 ans, veuve depuis 6 ans, est profondément ancrée dans son réseau paroissial local. Mon frère aîné, Marcus, a 41 ans, et vit près de Columbus avec sa femme Sarah, qui gère leur foyer avec une efficacité militaire. Ils ont 2 enfants, Lily, 12 ans, et Ethan, 9 ans. Ma sœur cadette, Chloé, a 34 ans, et vit à Delaware, dans l'Ohio, avec 3 jeunes enfants, Ava, Cole, et la petite June, qui m'appelait Tati Clara. Puis il y avait le joyau de la couronne de notre histoire familiale. Le chalet au bord du lac, construit par mon défunt père sur l'île de Catawba il y a plus de 3 décennies. C'était une cabane grise et confortable au bord du lac Erie, avec un large porche en bois donnant sur l'eau. Chaque Noël de ma vie avait été passé entre ces murs. Et pendant des années, c'est moi qui l'entretenais discrètement. Je décorais le sapin, préparais les dîners principaux, achetais tous les cadeaux de Noël marqués, du Père Noël, pour que ma sœur puisse faire la grasse matinée, et je m'assurais que la maison soit chaleureuse et accueillante. Sur la carte de Noël de l'année précédente, ma famille avait imprimé une jolie photo des 5 petits-enfants alignés sur ce porche du chalet. Il n'y avait aucun adulte sur la photo, juste les enfants et l'eau scintillante du lac. Je me souviens avoir tenu cette carte dans mes mains et avoir remarqué quelque chose de glaçant. Je n'étais pas sur la photo, ni personne d'autre n'ayant pas d'enfant. À l'époque, j'avais mis cela sur le compte d'un choix de design mignon. Mais avec le recul, j'ai réalisé que l'expulsion d'une famille se produit rarement du jour au lendemain. Elle commence par de petites exclusions polies que tout le monde prétend être tout à fait normales. Il y a un chapitre de ma vie dont je parle rarement. À 29 ans, j'ai épousé un homme bon nommé David. Entre 31 et 34 ans, nous avons traversé 3 cycles épuisants de traitement de FIV. 3 années de suite, je me suis assise dans les salles d'attente des cliniques, écoutant le personnel médical expliquer qu'un autre cycle avait échoué.
Le bilan émotionnel a fini par éroder notre mariage. Nous nous sommes séparés à l'amiable. Il s'est remarié quelques années plus tard et je lui ai sincèrement souhaité le meilleur. Ce qui restait de ce chapitre, c'était un compte d'épargne dédié que j'avais ouvert lors de notre tout premier cycle de traitement. Je l'avais intitulé « Un jour ». Après la signature des derniers papiers, il contenait exactement 9 400 $. Je ne pouvais me résoudre à le fermer ou à le dépenser. Il restait simplement là, comme une chambre d'enfant silencieuse, attendant qu'une lumière s'allume. Pour faire face à mon deuil, j'ai fait ce que les soignants font toujours. J'ai canalisé mon énergie pour me rendre utile. Je suis devenue la solutionneuse de problèmes familiales par excellence. Chaque fois que Chloé avait besoin d'une garde d'enfant de dernière minute. Chaque fois que maman avait besoin de déchiffrer des documents médicaux ou d'organiser des ordonnances. Chaque fois qu'un anniversaire ou une fête de famille nécessitait de la planification, de la cuisine ou un financement, j'intervenais. Inconsciemment, je croyais que si je ne pouvais pas étendre la lignée familiale, je prouverais ma valeur par le service. Personne ne me l'a demandé à voix haute. J'ai signé ce contrat invisible toute seule. Cependant, il y avait une contribution majeure que j'ai faite et dont aucun de mes frères et sœurs n'était au courant. 6 ans plus tôt, mon père était décédé subitement d'une crise cardiaque. Peu après les funérailles, ma mère m'a prise à part et a ouvert un dossier en manille. Elle a révélé que papa avait contracté un prêt sur la valeur nette de la maison du lac pour remplacer un toit qui fuyait et réparer une vieille chaudière. Sans le revenu de sa pension, maman ne pouvait pas gérer les remboursements du prêt, les impôts et l'assurance de la propriété. Le sanctuaire familial bien-aimé risquait la saisie d'ici 1 an. Maman a pleuré et m'a demandé 2 choses, une aide financière et un secret absolu. Elle m'a supplié de ne rien dire à Marcus ou à Chloé, voulant préserver leur souvenir d'un père pourvoyeur parfait. Assise là, en tant qu'infirmière célibataire sans enfant à charge et avec un salaire stable, j'ai accepté. J'ai mis en place un virement mensuel automatisé de 6 cents $, directement de mon compte, pour couvrir le prêt, les impôts et l'assurance. En 6 ans, j'ai effectué 72 paiements consécutifs, contribuant à plus de 40 000 $ pour garder le chalet dans la famille. Marcus et Chloé supposaient que la maison était entièrement payée et libre de toute dette. Ainsi, lorsque le SMS est finalement arrivé, l'ironie était presque insupportable. J'étais bannie de la propriété même que je maintenais discrètement en vie. C'est arrivé le 3 décembre, un froid mercredi après-midi. J'étais dans le couloir de l'hôpital en train de noter des observations quand mon téléphone a sonné. La discussion de groupe intitulée « Noël famille Chandler » s'est affichée à l'écran. Ma sœur Chloé a envoyé un message soigneusement construit. Elle expliquait que les fêtes de l'année dernière au chalet avaient été chaotiques et qu'après de longues discussions, la famille, noyau, avait décidé d'essayer un nouvel arrangement. Puis est venue la phrase qui s'est gravée dans mon esprit. Noël au chalet du lac est strictement réservé aux parents et aux enfants cette année. Elle a ajouté un emoji cœur et a écrit « Tu comprends, n'est-ce pas? Tu es la super tata. On se rattrapera certainement pour un déjeuner en janvier. » Après 35 ans de tradition de vacances dans ce chalet, j'étais effectivement mise à l'écart comme un simple contrôle dentaire de routine. J'ai regardé les réponses apparaître en temps réel. Marcus a envoyé un rapide pouce levé. Sa femme a posté un gif animé du Père Noël hochant la tête. Et ma mère, dont je m'occupais des décorations de Noël chaque hiver et dont je gérais quotidiennement les soins médicaux, n'a absolument rien dit. Dans ma famille, le silence n'était pas la neutralité. C'était le consensus. J'ai tapé 3 réponses différentes, je les ai toutes supprimées, j'ai glissé mon téléphone dans ma poche, et je suis retournée dans la chambre d'un patient pour vérifier une pompe à médicaments. Le soir suivant, j'ai fait quelque chose que je regarde maintenant avec une légère gêne. J'ai essayé de négocier. J'ai appelé Chloé et proposé de cuisiner tout le dîner du réveillon, de nettoyer, et de dormir dans un motel en ville, en passant juste brièvement le matin de Noël pour voir les enfants ouvrir leurs cadeaux. Je me sentais de plus en plus petite à chaque mot, baissant mes limites comme des articles en solde dans un vide-grenier. Chloé a maintenu un ton doux et joyeux tout le temps. « Ce n'est vraiment rien de personnel, Clara, dit-elle d'un ton apaisant.
Avoir des adultes en plus, ça dilue simplement la magie de Noël pour les petits. Des adultes en plus. J'ai médité sur cette phrase. À 38 ans, j'étais officiellement classée comme un effectif non essentiel. Puis Chloé a ajouté un dernier détail. Honnêtement, nous en avons tous discuté il y a des semaines et nous avons convenu que c'est la limite la plus saine pour tout le monde. Cette révélation m'a figée sur place. Quand est-ce que tout le monde a convenu, Chloé, ai-je demandé. Il y a eu une pause lourde de sens au bout du fil. C'est juste venu naturellement au cours d'une conversation, a-t-elle prétendu évasivement. J'ai mis fin à l'appel peu de temps après, réalisant qu'une décision à mon sujet avait été prise bien avant que j'en sois informée. Le samedi suivant, je suis allée chez ma mère en voiture, apportant un plat chaud en cocotte. Éléanore était assise à la table de la salle à manger, organisant ses cartes de vœux. Avant même que je puisse enlever mon manteau, elle a évité mon regard et a dit doucement, « S'il te plaît, ne cause pas de drame, Clara. Chloé est débordée avec les jeunes enfants, et ce n'est qu'un Noël. » Je lui ai demandé directement si elle avait participé à la décision. Elle a soigneusement aligné sa pile d'enveloppes et a répondu, « Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour les petits-enfants. » Debout dans son hall d'entrée, j'ai reconnu la vérité sous-jacente. La principale préoccupation de ma mère était l'image qu'elle renvoyait à son cercle social à l'église, où le statut familial se mesurait en unité nucléaire traditionnelle. Une fille célibataire et sans enfant ne cadrait pas bien avec le récit parfait qu'elle présentait au monde. En sortant, mes yeux ont balayé son comptoir de courrier ouvert où un relevé bancaire montrait le virement hypothécaire automatique que je finançais chaque mois. La disparité m'a frappé de plein fouet. 9 jours après le SMS initial, ma nièce de 12 ans, Lily, m'a appelé en vidéo pour me montrer un projet scolaire. Pendant notre conversation, elle a mentionné nonchalamment, « Maman a dit en octobre que tu ne viendrais pas au chalet cette année. » J'ai gardé une voix calme et je l'ai interrogée à ce sujet. Lily a expliqué que sa mère avait un groupe de discussion parallèle actif appelé « Logistique de Noël » où toute la planification des fêtes se déroulait depuis plus d'1 mois. Ce fut le tournant. Tout au long du mois de novembre, pendant que j'aidais maman à installer les lumières, que je l'emmenais à ses rendez-vous médicaux, et que j'allais chercher les enfants de ma sœur à l'école, toute ma famille avait participé à un groupe de discussion privée, planifiant systématiquement mon exclusion. Ma mère était au courant depuis 6 semaines complètes tout en me laissant la servir. Cette nuit-là, au lieu de ruminer, je suis allée à mon service plus tôt. Evelyne a jeté un coup d'œil à mon visage et a posé son puzzle. « Asseyez-vous » a-t-elle exigé. « Vous en portez trop aujourd'hui. » Pour la première fois de ma carrière, je me suis confiée à une patiente. Je lui ai parlé du SMS, de la discussion secrète, et des années de soutien financier silencieux. Evelyne a écouté attentivement, les mains jointes. Elle a ensuite partagé sa propre histoire. 50 ans d'enseignement, a payé les dépenses de ses nièces et neveux, et a organisé chaque dîner de fête. Mais lorsque sa santé a décliné et qu'elle ne pouvait plus recevoir ni subvenir à leurs besoins, les visites ont cessé. J'ai passé des décennies à acheter ma place à leur table, a dit Evelyne tranquillement. Il m'a fallu toute une vie pour réaliser que je ne faisais que la louer. Au moment où vous arrêtez de payer le loyer, la chaise disparaît. N'attendez pas d'être dans un lit comme le mien pour faire le calcul. Vous donnez votre énergie à des gens qui ne mesurent votre valeur que par ce que vous faites pour eux. Ces mots se sont installés profondément dans ma poitrine. Ce minuit-là, je suis rentrée chez moi avec une clarté totale. Assise à ma table de cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Une publicité de voyage pour une croisière de luxe en mer est apparue à l'écran. J'ai cliqué pour inspecter les détails. Cette nuit à visiter les Caraïbes orientales, au départ de Fort Lauderdale le 23 décembre. Il restait une suite avec un balcon vu sur l'océan. Le coût total s'élevait à près de $5 000. J'ai ouvert mon portail bancaire, j'ai regardé le compte, un jour, intact avec son solde de $9 400, et j'ai initié le virement. Un jour, avait enfin une date exacte. Le 23 décembre. J'ai réservé le voyage en totalité. Alors que la confirmation de réservation apparaissait à l'écran, j'ai renommé le compte en « Maintenant ».
5 jours avant mon vol de départ, j'ai posté une brève mise à jour dans le fil de discussion familiale. Confirmé. Je serai en voyage hors de la ville pour les fêtes. Profitez bien de votre séjour au chalet. La réaction a été instantanée. Chloé a immédiatement répondu avec de multiples points d'interrogation, exigeant de savoir où j'allais. Sarah est intervenue, demandant si tout allait bien et qualifiant le voyage de « soudain ». Peu après, ma mère a appelé. Elle n'a pas demandé si j'étais en sécurité ou quels étaient mes projets de voyage. Au lieu de cela, sa voix tremblait alors qu'elle demandait « Qu'est-ce que je suis censée dire aux gens à l'église quand ils demanderont où tu es ?» Dis-leur la vérité, maman, ai-je répondu calmement. Dis-leur que je n'étais pas invitée. C'est complètement injuste, Clara, a-t-elle insisté. Personne n'a dit que tu n'étais pas la bienvenue. Mais elle a fait une pause, incapable de terminer sa pensée car nous connaissions toutes les deux la vérité. Je lui ai dit que je l'aimais, j'ai raccroché le téléphone, et je me suis concentrée sur mes bagages. Préparer une semaine complète d'absence était une étape sans précédent pour moi. Je n'avais pas pris de congé prolongé depuis plus d'une décennie. Mon superviseur a été surpris, mais a immédiatement approuvé le congé. Les familles de mes patients en soins palliatifs m'ont offert des étreintes chaleureuses et m'ont encouragé à profiter de la pause. Evelyne a examiné mon itinéraire de voyage avec un signe de tête approbateur et m'a dit « Envoyez-moi une carte postale de votre vraie vie ». En faisant ma valise, ma main a effleuré mon trousseau de clés principales. Attachée à celui-ci se trouvait une lourde clé en laiton usé. Mon père avait taillé cette clé à la main sur son établi quand j'ai eu 16 ans, gravant une lettre C brute sur le dessus. « C'est pour que tu puisses toujours entrer dans le chalet », m'avait-il dit. Non, non. Tu auras toujours une maison ici. Pendant 22 ans, cette clé était restée avec moi à travers toutes les grandes étapes de ma vie. Debout dans ma chambre, bannie de la porte même qu'elle déverrouillait, j'ai essayé de la retirer de l'anneau métallique, mais je n'ai pas pu m'y résoudre. Au lieu de cela, j'ai glissé tout le trousseau de clés dans la poche zippée de mon bagage à main. Je ne comprenais pas entièrement pourquoi à l'époque, mais cette clé en laiton partait à 2000 miles au sud avec moi. Le 23 décembre, je suis arrivé à Fort Lauderdale sous un air tropical chaud de 27 degrés. Monter à bord du paquebot était comme entrer dans une réalité entièrement différente. Le navire était magnifique. 14 ponts d'intérieur polis, de lustres lumineux, et un service exceptionnel. Ma suite avec balcon offrait une vue panoramique sur le vaste océan bleu. À l'intérieur m'attendait une bouteille de champagne fraîche accompagnée d'une carte disant « Bienvenue à bord, Clara. Nous sommes heureux que vous soyez là. » Alors que le navire levait l'ancre à 16 heures, je me tenais au bastingage arrière, regardant la côte de la Floride s'estomper au loin. Toute la pression, les attentes familiales, et le ressentiment persistant diminuaient avec le littoral. J'ai fouillé dans mon sac, inconsciemment, j'ai frotté mon pouce sur le C gravé à la main sur la clé de mon père. L'océan s'étendait à l'infini devant moi, calme et indifférent. J'ai pris une simple photo de l'horizon vaste par-dessus la rambarde, mais je l'ai gardée sur mon téléphone pour le moment. Le réveillon de Noël sur un bateau de croisière est une célébration vibrante, avec des décorations de fête, des spectacles vocaux, et des dîners festifs. Entouré de familles en tenues assorties, j'ai ressenti un bref moment de nostalgie. Alors que je me tenais dans l'atrium, une voix a demandé à proximité, « Première fête loin de la maison ?» Je me suis retournée pour voir une grande femme dans une élégante robe émeraude, tenant ses talons à la main. Elle s'appelait Nadia, une anesthésiste d'Atlanta voyageant seule après un divorce. Mon ex a gardé la belle famille exigeante, a-t-elle plaisanté avec aisance. Le meilleur marché que j'ai jamais conclu. Nous avons fini par dîner ensemble, rejoignant 2 retraités chaleureux du Michigan et un ancien capitaine de la marine marchande qui avait passé les 9 dernières saisons des fêtes à naviguer en solitaire. La conversation était rafraîchissante. Personne ne remettait en question mes choix de vie ni ne mesurait ma valeur par mon statut familial. À minuit, debout sur mon balcon privé dans l'air calme de l'océan, j'ai vérifié mon téléphone. La couverture réseau était forte, mais mes notifications étaient complètement vides. Pas un seul SMS de ma mère, de mon frère ou de ma sœur. Le silence était censé être une déclaration, mais au lieu de cela,
il m'a apporté un profond sentiment de soulagement. Le matin de Noël, un soleil éclatant a inondé l'océan. J'ai enfilé une légère robe d'été blanche et Nadia m'a rejointe sur le pont supérieur. Elle a pris mon téléphone et a insisté pour prendre quelques photos. Tu as besoin d'une preuve de ton air libéré en ce moment, a-t-elle insisté. Les photos étaient saisissantes. Moi, riant spontanément près de la rambarde en bois. Tenant un café matinal avec les eaux bleues brillantes s'étendant derrière moi. Assise sur une chaise longue du pont, j'ai ouvert mon application de réseau social. Je n'ai ressenti aucune envie d'écrire un message amer. Au lieu de cela, j'ai téléchargé une seule photo avec une légende simple et claire. Joyeux Noël depuis un endroit où je suis sincèrement heureuse d'être. Je n'ai identifié personne, n'ai ajouté aucun commentaire supplémentaire, j'ai posé mon téléphone face contre la table, et je suis allée profiter du petit déjeuner. Lorsque notre navire a accosté à San Juan le lendemain matin, j'ai activé mes données cellulaires. Plus de 40 messages manqués ont inondé l'écran. Les notifications se divisaient en deux catégories distinctes. Le premier groupe venait de collègues, de connaissances lointaines, et de vieux amis exprimant encouragement et soutien. Le second groupe venait directement de ma famille, et leur ton était furieux. Chloé a écrit, incroyablement égoïste de ta part de poster ça le jour de Noël. Il fallait absolument que tu attires l'attention sur toi. Sarah a envoyé un message sévère. J'espère que tu réalises ce que tu as fait. Ta mère a dû répondre à des questions gênantes au service de l'église sur pourquoi sa fille est sur un bateau de croisière. Tu as créé un embarras public. Une fois de plus, leur préoccupation n'était pas mon bien-être ou mon bonheur. Leur seul objectif était les apparences sociales et la façon dont mon absence se reflétait sur eux. Ce soir-là, Marcus a appelé. Il a adopté son ton pragmatique habituel. Écoute, Clara, personne ne veut se disputer, a-t-il commencé. Mais tu as fait passer ton message. Supprime la publication. Envoie un petit SMS à Chloé pour arranger les choses et nous pourrons tous passer à autre chose. Tu donnes une mauvaise image de maman. Marcus, explique-moi en quoi une photo de moi souriant en vacances donne une mauvaise image de maman, ai-je contré d'une voix ferme. Aucun nom n'est mentionné. Aucune plainte n'est écrite. Pourquoi mon bonheur est-il considéré comme une attaque? Il a hésité au bout du fil. Parce que tout le monde sait que tu n'as pas été invité au chalet, a-t-il admis à voix basse. Les gens de l'église et de la ville posent des questions. Ça devient toute une histoire. Si la réalité du fonctionnement de cette famille cause de l'embarras lorsqu'elle est révélée, le problème n'est pas la photo, Marcus, ai-je dit fermement avant de lui souhaiter une bonne nuit. Tôt le lendemain matin à Saint-Thomas, une notification est arrivée de ma collègue de travail, Denise. Evelyne était décédée paisiblement dans son sommeil la nuit de Noël. Assise tranquillement sur mon balcon, j'ai ressenti une vague de tristesse pour ma remarquable patiente. Un deuxième SMS de Denise m'a informé qu'Evelyne m'avait laissé une carte au poste de soins. Denise a joint une photo de celle-ci, une carte vive et colorée contenant l'écriture précise d'Evelyne. Assieds-toi à ta propre table, Clara. J'ai regardé ces mots pendant longtemps. Plongeant la main dans mon bagage à main, j'ai sorti la clé en laiton de mon père. J'ai réalisé que je ne l'avais pas emportée par habitude. Je l'avais emportée parce que je devais décider si j'allais un jour me laisser retourner dans une vie construite sur l'acceptation conditionnelle. Pendant ce temps, ma photo de vacances avait été partagée par une connaissance dans une communauté en ligne pour les femmes voyageuses. En quelques heures, des centaines de femmes laissaient des commentaires, partageant leurs propres expériences d'être mises à l'écart par les dynamiques familiales, exclues des traditions de fête ou censées fournir un soutien continu sans réciprocité. Les histoires partagées ont clairement montré que ma situation n'était pas unique. C'était un schéma répandu. Ce soir-là, Chloé m'a appelé directement. Pour la première fois, sa façade polie s'est brisée. Pleurant ouvertement, elle a dit, « Tu postes une photo et tout le monde te fait des éloges. Tu peux voyager et avoir de la liberté pendant que je suis épuisée à m'occuper des enfants tous les jours. S'il te plaît, enlève juste la publication. » Non, Chloé, ai-je répondu simplement et directement. C'était la première fois en 38 ans que j'offrais un « non »
clair et sans phare à ma famille. Suite à mon refus, ma famille a créé un nouveau fil de discussion de groupe, sans émoji de fête. Marcus et Sarah ont présenté une liste formelle d'exigences, supprimer les photos, s'excuser auprès de Chloé pour le drame, et s'excuser auprès de maman en personne. Le message se terminait par un ultimatum direct. Si tu refuses de coopérer, la famille réévaluera ton implication dans les décisions familiales à l'avenir, y compris la gestion des affaires personnelles et médicales de maman. Il menaçait de me retirer la gestion des soins de santé de ma mère. La responsabilité même, si exigeante, qu'aucun d'eux n'avait jamais daigné partager. Ils croyaient que mon instinct de prendre soin des autres était un levier qu'ils pouvaient manipuler. Sous leur message, ma mère a ajouté une courte ligne. Clara, s'il te plaît, rentre à la maison. Je suis restée assise sur mon balcon tard dans la nuit, plaçant 2 objets côte à côte sur la petite table. D'une part, mon téléphone affichant le portail bancaire où mon virement automatique mensuel de $600 était programmé pour s'exécuter le 1er du mois. D'autre part, la clé en laiton brillant sous les lumières du pont. Le choix était clair. Si je continuais à payer pour une propriété dont il m'était interdit de profiter, j'acceptais une dynamique basée sur l'extraction. Si j'arrêtais, toute la structure changerait. À 6 heures du matin le lendemain, Marcus a de nouveau appelé. Sa voix était pressée. Maman a glissé sur les marches arrière verglacées la nuit dernière, a-t-il rapporté d'urgence. Voilà ce qui arrive quand tu n'es pas là. Tu dois réserver un vol pour rentrer immédiatement, régler ce gâchis, et peut-être que nous pourrons tout résoudre d'ici le nouvel an. Des années de formation clinique ont pris le dessus. Au lieu de paniquer, j'ai posé des questions médicales précises. Est-elle consciente? A-t-elle subi un traumatisme crânien? Qui est actuellement avec elle? Marcus a fait une pause, décontenancé par mon calme. Il a confirmé qu'elle était consciente et que sa voisine, Carole, l'avait conduite à la clinique d'urgence. J'ai mis fin à l'appel avec Marcus et j'ai appelé maman directement. Elle a répondu tout de suite. Son poignet gauche était foulé et immobilisé dans une attelle, mais elle n'avait subi aucune blessure grave et se reposait déjà à la maison. Carole restait avec elle pour l'aider. J'ai passé 20 minutes à coordonner un véritable soutien, organisant une rotation de livraison de repas avec Carole et programmant un suivi de routine avec son médecin traitant. Une fois les soins réels de maman réglés, j'ai fait face à l'ultimatum. J'ai examiné les options de vol pour rentrer plus tôt, mais je me suis alors souvenu des mots d'Evelyne et de la perspective de Nadia. L'amour ne fonctionne pas comme une facture transactionnelle. J'ai pris mon téléphone et j'ai exécuté 3 décisions délibérées. Premièrement, j'ai envoyé un message à Marcus et au fil de discussion de groupe. Les soins de maman sont coordonnés et je continuerai à prendre de ses nouvelles quotidiennement en tant que sa fille. Les photos de voyage restent en ligne. De plus, les arrangements financiers concernant le chalet prennent fin aujourd'hui. Maman comprend ce que cela implique. Deuxièmement, j'ai appelé le service client de ma banque. En quelques minutes, j'ai annulé de façon permanente le virement mensuel récurrent de $600 pour l'hypothèque, les impôts et l'assurance du chalet. Après 72 paiements totalisant plus de $40 000, ma subvention financière a pris fin. Troisièmement, j'ai pris une feuille de papier à en-tête du navire et j'ai écrit une lettre privée à ma mère. J'y détaillais le soutien financier que j'avais discrètement fourni au cours des 6 dernières années et j'expliquais que, même si je l'aimerais et la soutiendrais toujours en tant que fille, je ne maintiendrais plus un arrangement qui exigeait ma propre exclusion. J'ai plié la lettre et me suis préparée à y joindre la clé en laiton. Annuler les paiements signifiait que la famille devrait probablement vendre le chalet, car ni Marcus ni Chloé ne pouvaient assumer le coût mensuel. Cela signifiait abandonner un lieu lié à la mémoire de mon père. Mais j'ai reconnu que s'accrocher au bâtiment physique au détriment de ma propre dignité n'était plus viable. À mon retour en Floride le 30 décembre, j'ai placé la lettre et la clé en laiton dans une enveloppe sécurisée et je l'ai postée directement au domicile de ma mère. Au début du printemps, la réalité de la situation a pris effet. Sans mes contributions mensuelles, le chalet a été mis en vente en mars. Marcus a refusé d'assumer les paiements et Chloé n'en était pas capable. Bien que la vente de la propriété ait apporté un sentiment de tristesse, c'était une résolution nécessaire.
Les dynamiques familiales ont changé de façon permanente. Certains parents éloignés ont exprimé leur désapprobation tandis que d'autres ont exprimé en privé leur admiration pour ma décision d'établir des limites fermes. Avec le temps, Chloé et moi avons établi un canal de communication distant mais respectueux, centré principalement sur les photos de ses enfants. Le développement le plus surprenant a concerné ma mère. Carole a mentionné qu'Éléanore était restée assise en silence pendant des heures après avoir reçu l'enveloppe contenant la clé en laiton. Un froid dimanche après-midi de fin février, on a frappé à la porte de mon appartement. J'ai ouvert pour trouver ma mère, tenant une boîte en fer-blanc familière de biscuits faits maison. En 4 ans que je vivais dans mon appartement, elle n'était jamais venue chez moi. Elle est entrée, regardant autour du salon. Elle n'a pas fait de discours dramatique, mais elle a sorti la clé en laiton de la poche de son manteau. « Ton père a fait cette clé pour que tu aies toujours un accès », a-t-elle dit tranquillement. Je l'ai gardée dans ma poche pour me rappeler que notre lien ne devrait pas dépendre d'une maison physique ou du maintien des apparences. Elle a ensuite demandé si elle pouvait rester pour dîner. Nous nous sommes assises à ma petite table de cuisine, partageant un repas simple et parlant de vieux souvenirs. Ce n'était pas une transformation complète de notre histoire familiale, mais c'était un pas en avant authentique. Conclusion. 1 an plus tard, pendant la saison des fêtes suivantes, j'ai organisé le dîner de Noël dans mon propre appartement. Nous avons poussé 2 tables ensemble pour faire de la place à un groupe animé d'invités, des collègues de l'hospice, des amis du groupe de voyage en ligne, et des voisins. Ma mère est arrivée avec sa boîte de biscuits, accompagnée de la petite June. En regardant la pièce bondée, elle a demandé où elle devait s'asseoir. « N'importe quelle place qui te plaît », ai-je souri. À cette table, tout le monde est le bienvenu. Si l'histoire de Clara a résonné en vous aujourd'hui, souvenez-vous que votre valeur n'est jamais définie par le montant de vos sacrifices pour garder une place à la table de quelqu'un d'autre. Vous méritez des relations basées sur un respect mutuel authentique, et non sur des obligations transactionnelles.